Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif est Julien Lamasson. Alors, Julien, tu viens pour nous parler de Saturday Night Fever au Palais des Sports de Paris. Mais avant d'en parler, on va parler un petit peu de ton parcours pour que les éditeurs te connaissent un peu mieux, même si tu étais déjà venu. Mais on a encore plein de choses à dire. Vous avez des nouveaux éditeurs, de toute façon. Oui, Oui. mais tous les jours. Bien sûr. Alors, tu as découvert et tu t'es mis à la musique grâce à tes deux grands-parents, ton père, ton oncle et ta maman. C'est une histoire de famille. Alors, raconte-nous. C'est simple. Mes deux grands-pères faisaient du piano et de la guitare. Enfin, mon grand-père maternel faisait de la guitare. Et j'ai été élevé dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que toutes les fêtes de famille, que ce soit pour les anniversaires ou même un dîner ou un déjeuner, il y avait toujours quelqu'un qui sortait sa guitare. Donc mon oncle chantait, enfin tout le monde chantait en fait. Ma mère chantait, et, mon père jouait de la guitare. Et donc ça c'était pour l'ambiance familiale générale, mais plus proche de moi, c'est-à-dire ma famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère. On a toujours chanté aussi. Donc c'était naturel que j'en vienne à ça. Et surtout, dès le plus jeune âge, quand on me demandait ce que je voulais faire, je m'étais chanteur. Et tu as écrit tes premières chansons à l'âge de 13 ans. Ouais. Alors, elle parlait de quoi, ces chansons? Elle parlait d'italien. Non, à 13 ans, ouais, c'est quand... En fait, je me suis mis au piano à 12 ans. Et c'était très bien, mais c'était chiant à transporter. Ah oui. Donc, 3 ans après, je me suis mis à la guitare, mais en commençant le piano, j'aimais... Pourtant, je regrette vraiment de ne pas avoir continué le classique, mais j'ai très vite... je me suis très vite mis à chanter les chansons des Beatles, à faire des accords plutôt que des partitions, vraiment. Et comme je chantais naturellement, j'ai commencé à m'accompagner. Et quand on commence à s'accompagner, si on aime des chanteurs comme Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel, qui sont auteurs-compositeurs, on a envie aussi de dire des choses, forcément. Pas de la même façon, évidemment, mais en tout cas, on a envie d'exprimer des choses, quoi. Et tu les as chantés sur scène à 13 ans, tes compos? Non, je l'ai chanté. Ma première chanson, avec un italien. Ma première chanson, je l'ai chantée à 15 ans sur scène. D'accord. C'était une chanson... Douce. C'est une chanson que ma mère adore, mais qui n'est plus... Et l'âne gris. Non, j'aurais bien aimé, dis donc. Non, mais c'est une chanson, enfin voilà, c'est un texte d'un môme de 15 ans. Et il y en a, je suis sûr qu'aujourd'hui, il y en a qui écrivent mieux à 15 ans que moi à l'époque. Donc non, mais c'était une belle chanson. Hein, donc voilà, j'ai écrit mes premières chansons vers 13 ans, voilà. Ça. Alors tu as d'abord commencé tes études dans le cinéma. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais j'ai bossé. Hein. Non, j'avais oublié ça. Oui, après mon bac, en fait, j'ai fait 1 an de fac de cinéma à Sancier. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai commencé aussi à jouer dans les clubs à ce moment-là. Et c'était pas compatible. Hein, de jouer dans les clubs jusqu'à 5h du mat et de revenir exploser. Il y a même une fois une personne qui m'a dit ah ben ça y est, tu reviens? Ah mais je suis pas parti. Ah, c'est parce qu'on te voit plus. Ah d'accord. Donc ouais, et puis bon après c'était beaucoup de théorie. La fac c'est beaucoup de théorie par rapport à une école de cinéma et moi ce que je voulais c'était toucher les caméras, apprendre la technique et tout ça. Ce que j'ai fait 15 ans plus tard. Alors tu l'as dit, tu as réalisé quelques courts-métrages. Ouais. J'ai mis du temps à m'y mettre. Hein. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 15 ans parce qu'en fait à l'époque je pouvais prendre un caméscope, je pouvais faire des trucs, mais j'aimais pas du tout. Je trouvais que ça faisait film de vacances. Et je me suis dit, voilà, j'arrivais pas, quoi. J'arrivais pas à accepter le fait que ça fasse pas une belle image. Et avec les appareils photo numériques d'aujourd'hui, enfin déjà depuis un certain temps, en 2013, je me suis dit, allez, le festival Nikon, j'ai vu le truc. La vérité, c'est que c'est entre 30 secondes et 2 minutes. Je me suis dit, bon, j'arriverai quand même à faire 2-3 images en 30 secondes, tu vois. Et donc j'ai commencé à faire une idée, machin, et j'écrivais par contre des scénarios depuis très très longtemps. Et bon, je me suis lancé dans le truc, et puis j'ai tellement adoré ça que, voilà. Après, c'est juste, il faut du temps, il faut un peu d'argent, il faut des gens motivés, on en trouve, mais il faut vraiment consacrer du temps, et ça, moi, ça me prend beaucoup de temps. C'est l'argent qu'on trouve moins. En fait, mon problème, c'est que non, c'est pas l'argent qu'on trouve moins. Moi, mon problème, c'est que j'aime pas ne pas payer les gens. Donc, j'ai du mal à demander aux gens de venir gratuitement. C'est con parce que ça se fait énormément, surtout dans ce. C'est pas con du tout. Non, c'est pas con. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que je m'empêche de faire des choses. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais vas-y, engage-moi, moi je m'en fous. Donc, je m'empêche de faire des choses. Ça, c'est con. Voilà. D'accord, il y a des gens qui veulent t'aider bénévolement et toi tu te mets une limite, d'accord. Ouais, okay. c'est aussi une vraie et une fausse excuse. C'est-à-dire aussi, je prends pas le temps. Enfin voilà, je me suis dit il y a quelques jours, allez maintenant, après Saturday Night, tu te mets. Ça fait 1 an déjà que je dois réaliser mon 3e court-métrage,
Mais là, je veux le faire en payant tout le monde, je veux le faire avec un crowdfunding, je veux le faire vraiment avec pas avec un appareil photo numérique. Mais j'ai plein de petites vidéos encore que j'aimerais tourner, vraiment des tout petites cours, alors des vidéos marrantes. Et c'est pareil, je pourrais le faire, mais il faut se donner les moyens, mais les moyens pas financiers là, parce que ça va pas coûter cher. C'est vraiment les moyens, il faut se lancer. Alors, et c'est quoi le titre du 3e court-métrage? Peut-être que ça va nous donner une idée sur l'histoire. Ça s'appelle 2 minutes à tuer. Ah oui. Voilà. Pas mieux. Ouais. Est-ce que tu réalises toujours la web série C'est pas la bonne? Non, on a arrêté. En fait, c'était pendant la tournée du Roi Arthur. Et on a arrêté parce que c'était plus simple pendant la tournée parce qu'on se voyait évidemment tous les week-ends. Alors on a arrêté, ça ne veut pas dire qu'on ne recommencera pas. Moi j'aimerais bien, effectivement, mais voilà, il faut. Après, David Alexis, il a été sur. Comment s'appelle ce jeune orphelin? Oliver Twist. Merci. Oliver Twist, maintenant il est sur Priscilla. Et donc, et puis Yamine, il est sur plein de trucs aussi. Donc voilà, c'était un peu. Puis moi après, je suis sur Saturday Night, donc voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça qu'il faut. Quand on était en tournée, on se voyait, donc voilà, maintenant il faut juste prendre rendez-vous, donc c'est compliqué. Alors tu as fait le cours Florent, tu as également fait de l'impro avec Philippe Lelièvre. Oui. Alors oui. Comment ça se fait? Alors, tu n'as pas trouvé après dans tes 30 secondes de... Non, en fait, l'impro avec Philippe Lelièvre, c'était dans des ateliers quand je faisais Dracula. D'accord. Et on a fait des trucs avec lui, c'était parce que lui c'est un gros dingue, hein. C'est un gros dingue. Et puis surtout, lui pour le coup, il a une répartie qui est instantanée, vraiment instantanée. Une petite anecdote qui va me ridiculiser, mais c'est marrant. Donc j'étais doublure sur Dracula et donc je jouais pas tout le temps évidemment, et en plus je répétais pas tout le temps. Et donc il y avait un moment, il me dit on fait une scène, et puis il me dit bah tiens Julien, fais-la parce qu'il faut bien que tu la fasses une fois. Donc et c'était une scène où je rentrais, où je jouais Jonathan Harker. Je rentrais et je chassais Dracula. Enfin, je cherchais Dracula. Et dans le film de Coppola, qui est un de mes films que j'adore vraiment, dans cette scène-là, Dracula est au plafond. Et donc, quand je rentre sur scène et je fais la scène, je regarde en l'air. Alors, c'est un peu déplacé parce que au Palais des Sports, c'est un peu con de regarder en l'air forcément. Enfin, et donc, je rentre, et pour moi, c'était vraiment très naturel parce que je me souvenais du film, donc je regarde au plafond, et puis pour moi, il n'est pas caché derrière un canapé ou un truc, tu vois. Et Philippe Lelièvre me dit mais pourquoi tu regardes en l'air? Je sais pas, il me fait. Et là, tout de suite, il sort une vanne, c'est-à-dire une répartie. C'est-à-dire que. Alors, sa vanne, je sais plus ce que c'était un truc du style Dracula, oui, je cherche Dracula, il marche au plafond, une connerie. Enfin, c'était totalement comme ça. C'était tout le temps comme ça, il avait une vanne. Et en plus, ce que j'adorais chez lui, c'est qu'il donne du sous-texte. Il y a François Chouquet aussi qui fait ça aussi énormément. Et c'est pas une ligne de sous-texte, c'est 10 lignes et il t'explique. Et moi, plus on me donne du sous-texte, plus j'adore parce que ça me nourrit énormément dans mon intention. Et ça, c'était génial. Avec lui, vraiment, c'était super. À la télé, on a pu te voir dans Les Bleus. C'était une série M6, c'est ça? Oui, mais c'était des tout petits rôles. Hein. Profilage également? Oui, pareil, des tout petits rôles. Et au cinéma, on t'a vu dans Les Trois Frères, Le Retour? Ouais, c'est pareil, c'était tout petit rôle, ça. C'est des trucs. Je sais même pas si dans Les Trois Frères, ça n'a pas été coupé au montage. Tu vois? Ah oui, parce que je le regarderai, tiens. Oui. Je vais vérifier. C'est sûr qu'il faut une bonne raison pour le regarder, celui-là. Mais c'était Les Trois Frères, le 2. Hein. C'est pour ça que le retour. Ouais. Le retour. Alors, on l'a dit, tu chantes. Alors, est-ce que tu composes toujours? Il y a un album en préparation? Alors, Scoop. Non. Ah non. On essaye d'avoir scoop. Merci, salut. Allez, non, c'est marrant parce qu'on en a reparlé. On me dit, mais alors la chanson, tu laisses tomber? Non, je laisse jamais tomber la chanson. C'est juste que la conjoncture fait que moi j'ai 40 ans et que les maisons de disques ne signent pas des artistes de 40 ans. Ça, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se fait. Si demain j'ai un mécène qui me dit, moi je produis ton album, et encore même produire un album, c'est pas le plus compliqué, c'est le promouvoir qui est le plus compliqué. Moi je crois en mes chansons, je pense que ça peut plaire à énormément de gens et même à l'inconscient collectif. Mais voilà, je pense qu'on est nombreux d'ailleurs à le penser, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir des médias et c'est pas nous qui avons le pouvoir de produire ces choses-là. Donc non, je laisse jamais tomber la musique, je laisserai jamais tomber. Je me fais moins de chansons parce que je me consacre plus au cinéma. Je me suis mis aussi à la photo. Voilà, donc c'est des choses qui sont peut-être plus accessibles. Je peux éventuellement gagner un peu mieux ma vie
pas mieux, pardon, mais trouver de plus gros contrats, ou de plus petits contrats en tout cas, mais trouver des contrats en tant que soit vidéaste, soit ce genre de truc, plutôt qu'en tant que compositeur. Voilà, c'est plus difficile d'intégrer des maisons de disques, de trouver des producteurs qui veulent même t'embaucher juste pour écrire des chansons. C'est très faut un réseau, et moi j'ai pas ce réseau. Je vis de mon métier, c'est-à-dire en tant que chanteur et comédien, mais pour ce qui est de la création, c'est encore un peu plus délicat, en tout cas pour moi, pas forcément pour d'autres, mais encore une fois, je suis pas le meilleur, celui qui casse les portes et qui monte des projets. Enfin, je suis pas très débrouillard pour ça, malheureusement. Alors, tu as évidemment vu dans des spectacles musicaux comme Another Road. C'était un spectacle. Ça c'était génial. Vas-y. Franchement, ça y est plus, malheureusement. C'était un spectacle de Barbara Scaff, et c'était des tableaux, une sorte d'histoire. Et il n'y avait aucun dialogue, c'était que des chansons des Beatles. Alors c'est encore plus intéressant quand on est bilingue, mais c'était vraiment, il y avait une troupe vraiment de folie. C'était il y a quelques années maintenant, mais c'était génial. Vraiment, c'était un spectacle qui avait très très peu de moyens, et j'imaginais maintenant que je fais des gros spectacles. Je me dis, avec des gros moyens, ça devait être juste, ça aurait été vraiment génial, quoi. Donc c'est dommage que ce spectacle n'existe plus. J'espère un jour qu'on le rejouera. Et en fait, pour la petite anecdote, je ne jouais pas dedans. J'étais guitariste sur ce projet. D'accord. Et je chantais, je faisais des chœurs et je chantais, mais j'étais pas du tout comédien-chanteur. Et une fois, Barbara Scaff m'a demandé, elle m'a dit qu'elle aimerait bien. Et moi, j'adorais mon poste de guitariste dans ce truc-là, parce que les morceaux des Beatles, au niveau guitare, c'est vraiment intéressant. Donc j'adorais ce truc-là, voilà. Alors tu as dit, on t'a vu dans Dracula, de Kamel Wally, et dernièrement dans La Légende du Roi Arthur. Ouais. Alors comment tu as découvert le musical? Comment t'es arrivé dans le monde du musical? J'ai fait Seul en cirque en 2005. En fait, j'ai passé un casting. Je crois que c'est parce que j'ai fait une émission sur l'Eurovision. Ouais, en 2006, j'ai participé à une émission. Il y avait un grand casting national, 13 000 personnes, machin, et je suis arrivé 3e. C'était le gagnant participait à l'Eurovision. Donc c'était en prime time, sur France 3, machin. On était sur 13 000, il y avait des castings et tout ça. Après, on était 21 candidats en prime time sur l'émission, et je suis arrivé 3e. Et donc, je pense que la personne qui gérait ça, de mémoire, je crois que c'est Bruno Berberes, c'est pas lui qui m'a contacté, c'était une copine qui travaillait dessus, qui m'a dit tu devrais le faire quand même, machin et tout. Et donc, je pense que Bruno m'a repéré à partir de là. Et après, j'ai passé le casting pour Seul en cirque, qui était un super spectacle pour enfants. Et après, voilà, quand on connaît Bruno Berberes et qui t'aime bien, du coup, il te fait, ou qui te croit en toi. Il te met sur des castings et tout ça. Donc j'ai fait tous les castings que j'ai passés, c'était grâce à Bruno. Bon, il a un monopole énorme sur ce domaine-là, quoi. Et aujourd'hui, tu es dans Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, l'adaptation du film avec John Travolta, sorti en 77. Ouais. Alors, c'est en fait les 40 ans, du coup. C'était fait exprès, je suppose. Je pense, ouais. Avec Fovoto, Nicolas Archambault. Il y a toujours Lionel Astier dedans? Ouais, il n'est pas sur scène, malheureusement. Et je peux vous assurer que quand Agnès Bourri, qui est l'auteur du spectacle et qui joue la mère de Tony dans le spectacle, m'a dit qu'il allait faire le père, mon cœur a on en a gros. On en a gros. Là, j'en ai eu gros. Et j'ai dit, mais quoi, c'est génial. Vraiment, j'étais un môme. Il va être sur scène? Non, il va en projection. Alors, je te laisse faire le pitch. Le pitch. Alors, le pitch, c'est Tony, qui travaille dans une quincaillerie et qui le week-end danse dans une boîte de nuit et qui vit sa vie de banlieusard de New York, c'est-à-dire à Brooklyn, avec ses potes qui sont racistes, qui sont misogynes et qui sont voilà. Alors ça donne envie comme ça. Mais et ça, il va rencontrer une personne qui s'appelle Stéphanie Mangano et ça va le changer en fait, parce qu'il va se rendre compte qu'il peut changer de vie, parce que sa vie elle tourne en boucle, quoi. Et son frère donc l'un des rôles que j'interprète, son frère qui lui est prêtre, quitte la prêtrise parce que ça n'a pas été sa vocation et c'était la vocation de ses parents et tout. Et le fait que son frère quitte la prêtrise, lui, il se dit tiens, peut-être que je peux faire mieux que ce que je fais maintenant. Voilà. Alors le film, c'est très très sombre. C'est un film qui est vraiment très sombre. Il n'y a pas beaucoup de danse. C'est 80% de comédie, 20% de danse. Et donc, ce qu'on fait nous à Saturday Night Fever là, c'est pas le musical de Broadway, parce qu'il y a un musical de Broadway qui est basé vraiment sur le film. Nous, c'est pas du tout ça. C'est la même histoire, c'est la même dramaturge, mais la forme est vraiment différente. C'est pas autant sombre. Si je peux raconter, on est dans les dernières et on y reste un week-end, mais Annette, à la fin,
se fait un peu bousculer par des gens dans une voiture. Et dans le film, elle se fait vraiment violer. Dans le spectacle, elle se fait pas violer. Voilà. Alors, comment tu t'es retrouvé sur le projet ? Alors, pas avec Bruno Mamerès cette voilà. fois-ci. Non, en fait, j'étais à un casting pour une pub et j'ai croisé une des danseuses que je connaissais qui était sur le projet et qui m'a dit mais ils n'ont pas trouvé encore pour Franck Junior et c'est un brun aux yeux bleus. Et donc, je connaissais le metteur en scène Stéphane Jarny parce que j'avais fait avec lui il y a 8 ans Dottie et le magicien d'Oz. C'était un super spectacle pour enfants aussi. Et j'avais adoré bosser avec lui. Et j'avais vu Love Circus, qui était un super spectacle. Je sais que ça fait bizarre, mais si vous n'avez pas vu Love Circus, c'est bien dommage pour vous. Et j'avais envie vraiment de retravailler avec Stéphane et de travailler avec Agnès Bourri, qui était l'auteur du livret. Et elle me dit, donc cette copine Alicia me dit, vas-y, appelle Steph. Donc j'ai appelé, et il me dit, oui, c'est vrai, putain merde, on n'a pas trouvé. Viens lundi, j'ai eu Agnès Bourri au téléphone, je suis venu lundi, et une semaine après, j'étais pris. Ouais. Alors, et j'étais le dernier à être casté, quoi. Je ne trouvais pas. Alors, on y retrouve toutes les chansons cultes du film ? Ah ouais. Toutes ? Ah ouais, franchement, c'est. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais pas les Bee Gees parce que j'aime pas leur voix. Ouais. Ouais, je supporte pas leur voix, j'aime pas leur timbre et tout ça. Du coup, je passe à côté d'énormément de chansons et j'ai redécouvert des chansons que je connaissais mais qui me faisaient pas vibrer. Et là, c'est des compos de folie, quoi. C'est vraiment. Alors, le disco, oui, tout ça, mais vraiment au niveau de la compo, c'est vraiment un truc de folie. Et du coup, il y a un trio de chanteurs sur scène qui ne sont pas comédiens, qui ne représentent pas de personnages par rapport à l'histoire, mais qui sont des super chanteurs en plus. Et c'est vraiment, ça met vraiment les chansons en valeur, quoi. Alors, et comment ça se monte un show comme ça ? Ça doit être énorme ? Alors, je peux te dire que le premier acte s'est monté en 2 semaines. Ah oui. Même pas, d'ailleurs en 1 semaine. C'est vraiment ça Mais a été... intensive la semaine, hein. Franchement, ouais, ça a été... 15h, 16h. Non, mais c'était, ça a été vraiment, ça a été monté rapidement. Alors, je ne parle que des répétitions parce que tout ce qui est en prévention, j'étais pas là. Donc, il y a eu beaucoup de promos et tout ça, mais on a travaillé assez vite et assez bien en fait avec Stéphane. Et il y avait des ateliers, donc il y avait de la danse, il y avait du chant et il y avait de la comédie. Et on a travaillé comme ça. Et surtout, ce qui nous a fait gagner énormément de temps, je pense, c'est qu'on a travaillé, on était en répétition 3 semaines au studio de Brie-sur-Marne et on avait le décor qui est avec nous sur scène. Et donc, on n'avait pas besoin, quand on fait un spectacle comme ça et qu'on a des semblants de décor, donc on a des lignes au sol pour nous faire penser que voilà, il y a le décor, ou alors c'est pas le vrai escalier, ça va être un morceau de bois qui va représenter le. Quand tu arrives sur scène, c'est vraiment différent. Donc, tu perds du temps à replacer les gens, machin. Là, on était, on replaçait les gens, mais on avait notre scène à nous, qu'ils ont construite au Palais des Congrès en répétition. Donc ça, on a gagné beaucoup de temps. Donc ça s'est monté, on a eu 1 mois et demi en tout de répétition. Et pareil, c'est marrant parce que les 2 spectacles que j'ai fait avec lui, avec Stéphane Jarny, c'est des records. Le spectacle pour enfants Dottie le magicien d'Oz, on l'a monté en 3 semaines. Et pareil, c'était jusqu'à 11h du soir. Enfin, c'était vraiment c'était très intensif et c'était un record aussi. Enfin, c'est particulier de monter parce que Dottie le magicien d'Oz, c'est pas un petit spectacle pour enfants, c'est un spectacle pour enfants produit par Dovatia et Albert Cohen, et c'était pendant Mozart, et c'était un énorme, il y avait des grands décors, enfin, c'était un gros truc au Grand Rex, et pareil, on l'a monté en 3 semaines. Voilà. Alors, et Léa a vu le spectacle ? Oui, n'est-ce pas, tout Léa ? à fait, j'ai vu Saturday Night Fever. Et c'était vachement chouette. Alors moi, le film, j'aime pas trop, justement, parce que c'est un peu trop dark pour moi, pour pas grand-chose, je trouve. Ouais. Mais par contre, effectivement, le spectacle n'a rien à voir, en tout cas au niveau de l'ambiance, c'est vachement festif, vachement plus joyeux et tout. Non, il y a pas mal de trucs que j'ai bien aimé. Déjà, je sais pas comment ça s'appelle, le maître de cérémonie. Il est génial. Je connais pas son nom, peut-être que tu peux Gwendal, le citer. Gwendal, voilà. C'est en est, gros la personne, c'est le fil rouge de tout le spectacle, parce que c'est vraiment celui qui va parler au public, qui va raconter l'histoire. C'est comme un maître de cérémonie, comme un narrateur finalement. En fait, qui est dans le film d'ailleurs, hein, mais qui n'a pas ce rôle-là du tout. Oui, voilà, c'est ça. Monty, c'est le DJ de la boîte où il danse, et il a un rôle complètement insignifiant dans le film. Ouais, et là, ils en ont fait un. Le comédien est exceptionnel. Le comédien nous fascine, quoi. Il nous porte. Il est vraiment très bon. Il fait un rôle très difficile parce que tu m'étonnes. Il doit faire le lien avec le public. Donc moi, c'est un truc que je supporte pas faire, c'est-à-dire faire l'animateur. Alors non mais. Je parle animateur en soirée. Et c'est vraiment un truc. Moi, je l'ai fait quand je faisais du club ou des trucs comme ça où il faut faire danser les gens, où il faut aller lever les mains, machin. C'est un truc qui est pas du tout ancré en moi. On fait toi les serviettes. Non mais voilà, que je peux avoir en tant que personnage si tu veux, mais qui est vraiment pas inné, quoi. Et lui, il l'a parce qu'il adore les gens, donc il l'a vraiment, et ça
ça fait vraiment je pense que c'est un gros point fort du show. C'est que d'abord les gens dansent et tout ça, et surtout il les tient dès le début. Dès le début, il les tient, et ouais, lui, il est excellent. Ouais, il est vraiment fascinant. Après, j'ai eu aussi la surprise de voir Lionel Astier. Du coup, moi, j'avais pas trop regardé la promo. Je sais pas si vous avez beaucoup joué dessus. Non, pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'était une énorme surprise dès que j'ai vu Lionel Astier apparaître sur l'écran immense. C'est pour beaucoup de gens, en fait. Ça a été Ah ouais, une non, mais surprise, c'était dingue. Je me suis dit, mais en fait, ça collait Qu'est-ce pas qu'il pour fout moi. là C'est ça. Qu'est-ce Je me suis dit, qu'il fout mais là qu'est-ce qu'il fout là et il a un bon texte et il fait vraiment du Lionel Astier avec ses ruptures et tout, sa gueule. Et du coup, c'est super plaisant. Ouais. C'est de la respi, c'est vraiment de la respi pendant. C'est du pendant vrai le jeu show. de comédien qu'on a. Ah ouais, Là, ouais. et en C'est fait, vraiment top. qu'est-ce qu'il fout là, en fait Agnès Bourri le connaît depuis longtemps, mais Agnès Bourri a joué dans HeroCorp, donc une série d'accord. de Simon Astier, l'un des fils de Lionel Astier. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Non, ça c'est une super surprise. C'est bien de pas trop le dire pendant la promo et tout, parce qu'on a vraiment quelque chose de surprenant qui apparaît. Et bien évidemment, ton rôle, enfin tes rôles. Ouais. Au début, tu fais aussi Le Fosco, le maître, de la quincaillerie, le chef. patron. Ouais, le voilà, patron, de la ouais. quincaillerie. Donc c'est très drôle. Il a un faux ventre et tout. Enfin, il a un espèce Ouais, de. c'est vrai. Mais en fait, de gilet avec un. au départ, un je peu me suis dit, bedonnant. ça fait vraiment bidon, quoi. Enfin, Non, bidon. c'est Ah oui. super bien. En fait, amené. non, mais ce qui est bien, c'est que, voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que tout se fait sur scène. C'est-à-dire que c'est ouvert. C'est-à-dire que quand je mets on me voit mettre. Ouais, le décor tourne en même temps et tout. Voilà, Enfin, on me c'est voit vraiment, mettre la veste où il y a le faux ventre. C'est-à-dire qu'on dit, c'est-à-dire le casting se fait sur scène au début. Donc on dit, tiens, qui va faire, tiens, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ouais. Et donc, qui veut jouer à Fosco? Donc moi, j'arrive, je mets des lunettes, je mets une casquette et je mets le faux ventre. Donc, c'est vraiment à partir de là, c'est une convention et on admet que lui il fasse deux rôles et qu'il a un faux ventre, mais que mon but à moi, c'était donc de faire oublier que c'était fake. Ouais. Donc voilà, je ne sais Alors, pas si j'y arrive. Mais... Il reste combien de dates? Alors, il reste ce soir Oui. et il reste ce week-end. Et bien voilà. Et bien Donc, ça allez, fait 4 shows. allez Voilà. applaudir Julien Lamasson dans Saturday Night Et Fever. après, c'est tourné. Voilà, tournée au Palais. Pour l'instant, c'est au Palais des Sports. La première Ouais. tournée, la première date, c'est où? Ce sera à Lille. Lille. Voilà. Lille le 9 juin, je crois, ou 10 juin. Et après, c'est septembre. Voilà. Après, c'est sur le site internet du Du spectacle. Voilà. Ouais. Julien est également chanteur, on l'a dit. Eh bien, on va écouter un de ses titres tout de suite et on se retrouve tout de suite après en compagnie toujours de Julien Lamasson. Tout change. Yeah.